Salut, ici Maps! Pour la 3e année consécutive, j'ai décidé de lire un ouvrage de tous les invités d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais. Donc cette année, la présidente d'honneur, c'est Kim Thuy. J'avais déjà lu le livre Vie et le livre Rue de cette autrice. J'aurais bien aimé lire M, mais je vous avoue qu'il y a des files d'attente assez impressionnantes, autant du côté ontarien que du côté québécois. Donc, j'ai décidé que j'allais lire Man et que je lirais M plus tard. J'étais quand même assez contente de pouvoir lire Man parce que j'avais eu de très bonnes expériences avec Vie et Rue, malgré que ça fait plusieurs années. Je pense que Vie n'est pas sur ma chaîne, mais Rue oui, mais c'est au début de ma chaîne. Je vous avouerai que c'est difficile de vous faire un résumé de Man. Ça semble un peu autobiographique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va partir de chez elle assez rapidement, qui va nous présenter les différentes femmes qui ont eu de l'importance pour elle. Il y a une évolution rapide en termes de son âge. On la suit dans des fragments de sa vie qui sont importants. Il y a l'aspect culinaire qui est très présent dans ce livre-là. Elle va éventuellement ouvrir un restaurant avec des recettes de son enfance, avec des saveurs, avec des odeurs qu'elle connaît et qu'elle aime. Donc toute sa culture vietnamienne, elle va la partager. C'est un livre qui est linéaire, quoique certains passages qui vont dans le passé et par la suite on revient au présent. C'est une vie qui a été quand même pas tout à fait facile. Elle a dû vieillir plus rapidement que prévu. Et rendue à l'âge adulte, on ressent qu'elle a une certaine distance par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments, un peu comme un mécanisme de protection. Man, j'ai été surprise à quel point j'ai pas tant connecté avec ce livre-là. Je l'ai commencé une soirée, je l'ai lu la moitié du livre en une soirée, puis j'arrivais pas à m'immerger dans l'histoire. Je savais pas pourquoi, puis je me souvenais pas d'avoir eu cette expérience-là avec les 2 autres livres de Kim Thuy. Donc je trouvais ça vraiment embêtant, puis compte tenu que mon expérience avait été favorable précédemment, ben je me suis dit que c'était peut-être ma disposition qui n'était pas idéale. Donc j'ai repoussé la lecture de ce livre-là, puis je l'ai repris et relu du début plusieurs jours plus tard, et malheureusement, ça m'a fait un peu le même effet. Je relisais des passages que je me souvenais avoir lus, mais j'avais pas cet aspect émotif-là, j'avais pas cet aspect immersif-là à l'intérieur du livre. Ça se peut qu'il y ait une certaine pudeur dans l'écriture du livre, ça se peut que telle la protagoniste, on n'est pas embarqué dans les émotions. Donc oui, je lisais les fragments de ce qui se passait, mais j'arrivais pas à les ressentir. Donc ça, j'ai trouvé ça malgré tout plate, parce que ce que j'aime de lire un livre, c'est ressentir quelque chose. Il y avait aussi un aspect très fort au niveau culinaire, comme je vous mentionnais préalablement. La cuisine vietnamienne, ce n'est pas une cuisine que je connais. Donc, pour moi, l'expérience aurait été d'autant plus importante s'il y avait eu un aspect visuel, s'il y avait eu un aspect d'odorat. Mais là, c'était que de la lecture de mots avec mes yeux. Donc, j'avais de la misère à m'y retrouver là-dedans aussi. Puis je vous parlais de pudeur dans l'écriture, il y a aussi une économie de mots. Et j'ai l'impression que c'est un peu écrit en fragments, même si ce sont peut-être des fragments plus longs que à quoi on pourrait s'attendre. Il y avait beaucoup de personnages qui étaient intégrés là-dedans, puis c'était pas nécessairement le lien entre les personnages qui était important. Donc ça faisait en sorte que c'était plus difficile pour moi d'avoir cet aspect-là émotif à la lecture du livre. Malheureusement, et à ma grande surprise moi-même, parce que je m'attendais pas à avoir une lecture plus négative que positive. Lorsque je parlais un peu d'écriture en fragments, je vous ferai peut-être un parallèle avec le livre Cuessipan de Naomi Fontaine, qui est un livre qui n'est pas nécessairement unanime, parce qu'il y a un peu d'ordre à mettre dans ces fragments-là, et que ce n'est pas nécessairement le personnage même qui est important, mais plutôt son histoire. Et d'où peut-être la ressemblance que je vois entre les 2 œuvres. Je continue avec une deuxième invitée d'honneur, cette fois-ci Frédéric Dufort. C'est un ouvrage un petit peu comme développement personnel, mais pour les jeunes. Ça se nomme « Fais-le pour toi ».
Donc, je n'avais pas lu Frédéric Dufort encore. C'est un ouvrage qui est fait pour les jeunes, donc j'avais un petit peu d'appréhension. Parfois, ça fonctionne quand même, mais parfois, lorsqu'on est vraiment trop loin du public cible, ça ne fonctionne pas. Dans ce livre-là, c'est un peu comme un guide de l'adolescence, de la préparation du secondaire, des défis auxquels les jeunes vont être confrontés. Aussi une petite parole peut-être d'encouragement. C'est pour ça que je dis que ça fait un peu comme développement personnel, mais pour les jeunes. Au tout début, j'avais vraiment l'impression qu'on parlait avec les jeunes de la 6e année qui s'en vont au secondaire, qui ne l'ont pas encore vécu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Différentes choses organisationnelles, les différents cours, les amitiés, les différents parcours, le parascolaire. Donc, forcément, pour moi, ça me parlait pas vraiment, compte tenu que je ne suis plus dans cette période-là et de loin. Et parfois, on retrouve quand même quelque chose pour lequel on pourrait avoir de l'intérêt ou que ça nous touche tout de même. Mais là, j'avais l'impression que c'était assez de base. Au fur et à mesure, il y avait des petites anecdotes personnelles de Frédéric. Vers le milieu, j'ai trouvé que ça devenait pas mal ma tante. Et là, je dis ça en tout respect parce qu'elle-même le dit dans son livre, que parfois il y a des passages qui sont plus sérieux, puis parfois qu'il y a des passages qui sont plus ma tante. Je voyais tout de même qu'elle semble être meilleure à communiquer avec les jeunes que ce que moi j'aurais pu faire dans un livre, mais malgré tout, je trouve que ça sonnait quand même un peu ma tante. Puis là, j'ai fait des stories sur Instagram en disant « J'ai cette impression-là, est-ce que quelqu'un pourrait m'affirmer ou m'infirmer ce que je pense de ce livre-là? » Puis j'ai reçu un peu des deux échos. J'ai reçu des enseignantes qui m'ont dit « Ben moi, mes élèves ne liraient probablement pas ce livre-là. » J'ai reçu un message d'une mère qui me dit « Ben ma fille, elle a feuilleté un peu, mais elle n'a pas eu d'intérêt pour ce livre-là. » Puis j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui l'a lu il y a des années puis qui se souvenait l'avoir bien apprécié. Mon questionnement par rapport à tout ça, c'est que ce sont des suggestions très de base, des discours que les jeunes entendent beaucoup, parler d'intimidation, parler des différents types d'amitié, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais en même temps, je me suis dit, qui va prendre ce livre-là délibérément et va le lire et va soutirer quelque chose de ça? J'avais l'impression que c'était un public très ciblé. Peut-être des jeunes qui sont plus anxieux, mais pour parler aussi souvent et aussi longtemps d'intimidation, j'ai pas l'impression qu'on parle au bon public. J'ai pas l'impression que c'est ce public-là qui va lire ce livre-là. En tout cas, c'était mes interrogations de filles de 30 ans, puis le vocabulaire aussi, la façon qu'elle s'adresse aux jeunes lorsque j'avais ton âge, je sais pas, comme si ça fait graisser des dents. Moi, en tout cas, je trouvais ça un peu drôle parce que je me suis rendu compte qu'elle est plus jeune que moi. Fait que là, j'étais comme, t'as jamais eu mon âge, girl. Trêve de plaisanterie. Finalement, à la fin, j'ai trouvé ça plus touchant. C'est peut-être les derniers chapitres que j'ai préférés. Il y avait quelque chose de plus senti, de plus original aussi, que j'ai trouvé plus honnête ou plus sensible, plus vrai, moins dans le basique, moins dans ce qu'il faut dire, puis ça venait peut-être un petit peu plus du cœur. Malgré tout, je dis pas que c'est pas un ouvrage nécessaire ou qui peut être important pour les jeunes, c'est juste que j'avais un peu peur que ça ne résonne justement pas beaucoup avec les jeunes. Peut-être qu'un format de conférence fonctionne mieux, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait, des conférences aussi dans les écoles secondaires, mais j'ai l'impression qu'on devient rapidement trop vieux pour parler avec les jeunes secondaires. Avant de vous parler d'une autre autrice, je dois vous parler de l'organisation du livre Fais-le pour toi. Parce que à quelques reprises, il y a des encadrés orange où il y a des petites citations sur le côté. Et ça, personnellement, ça m'angoisse. La raison, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je dois les lire, si je dois couper dans mon paragraphe pour lire cette petite citation-là ou l'encadrer. C'est quelque chose qui m'angoisse énormément et ça arrive vraiment fréquemment à travers ce livre-là et je savais vraiment pas comment dealer avec ça. Je vous dirais que ça fait probablement partie de ma propre rigidité et il y a peut-être pas grand monde qui connecte avec ça, mais je devais vous le mentionner au cas où, juste pour que vous soyez préparés, parce que moi je ne l'étais pas.
On s'en va avec L'Enfant Feu de Michel Vinet, un livre, ma foi, qui m'a vraiment surpris. On est en 1950 à Ottawa, on va découvrir une jeune protagoniste qui m'a énormément fait penser à Anne dans Anne et la maison au pignon vert, avec un amour des mots, une manière de réfléchir vraiment excentrique, une belle personnalité bubbly et légère. Ce qui est difficile pour elle, ce sont les mathématiques et ça va être un struggle tout au long de sa vie, mais on va la suivre au départ en tant que jeune enfant et au fur et à mesure assez rapidement parce que c'est un petit livre en tant qu'adulte. Pour moi, le premier élément super positif de ce livre-là est ultra surprenant, c'est l'écriture. Lorsque j'avais lu la 4e de couverture, je me disais « Ah, ça va être un peu poétique », puis parfois la poésie, avec moi, ça tombe à côté, parce que tout ce qui est métaphore, tout ce qui est figure de style, tout ce qui est plus abstrait, ben ça demande plus de compréhension et ça demande de s'arrêter un petit peu et je suis une lectrice gourmande. Donc j'avais peur que ça tombe dans cette catégorie-là, mais vraiment pas. Toutes les images sont tellement concrètes, les mots sont là mais donnent une force de frappe à chaque image. Donc pour moi, ça n'a pas enlevé de l'aspect concret, ça en a rajouté. Il y avait des images, des couleurs fortes aux propos qu'elle voulait énoncer. Donc ça a vraiment été un point ultra positif, cette jeune protagoniste qui aime les mots et elle nous embarque avec elle dans son amour des mots qu'elle entend et qu'elle réutilise, des expressions qu'elle se crée, des mots qu'elle ne veut pas utiliser parce qu'elle trouve trop plates. Donc tout ce qui est l'écriture, j'ai vraiment été très surprise et conquise par l'autrice Michel Vinet et je veux absolument relire de cette autrice bientôt, éventuellement, parce que je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ce que ça allait connecter autant et ça l'a vraiment fait. Peut-être que d'un autre côté, ça a un lien avec la protagoniste, parce que lorsqu'elle était toute petite, j'avais vraiment un amour fort pour ce personnage-là, je la trouvais intéressante, je la trouvais à l'extérieur des sentiers battus, la manière qu'elle réfléchit, la manière d'être. Je trouvais vraiment qu'elle était attachante, ultra attachante. Et le début, même s'il y a certaines choses qui sont plus difficiles, c'est quand même plus léger, mais lorsqu'elle devient adulte, on perd un petit peu de cette innocence-là, de cette naïveté qui est normale, et ça devient beaucoup plus dur. Mais il y a des sujets aussi qui sont plus difficiles, et à l'époque, il y avait certains moments clés qui se sont passés avec Martin Luther King, entre autres, et pour elle, ça a une certaine dichotomie d'être super inspirant, mais en même temps d'être énormément blessant. Elle qui va à la recherche des autres, qui est dans l'acceptation, qui est dans découvrir l'autre. Donc c'est une histoire qui m'a vraiment frappée. J'ai hâte de voir à long terme l'impact que cette lecture aura sur moi. La finale, elle est très intéressante aussi. Le seul petit hic pour moi, et c'est peut-être vraiment un addon, c'est que j'ai lu cette fin-là vraiment abondamment ces derniers temps. D'un autre côté, je pense pas que ça se voulait surprenant de la façon que c'est construit et le personnage étant qui elle le mentionne beaucoup, donc ça s'en allait vers là irrémédiablement. Et tu sais, ça fonctionne vraiment avec l'histoire du livre, donc j'en veux pas rigueur, mais j'avoue que ça fait 2-3 livres que je lis avec cette même finale, et donc ça a beaucoup moins d'impact que la première fois que je l'ai lu. Mais ça, c'est une histoire d'ordre, et c'est pas nécessairement contre le livre directement. Mais vraiment, surprise, jusqu'à maintenant, c'est lui qui top le plus fort, donc je suis pas mal contente. 12 bêtes aux chemises de l'homme de Tania Langlais. Ici, on a de la poésie, ouais. Lorsque j'embarque dans des recueils de poésie, j'y vais tout le temps avec tout mon cœur et tout mon âme, mais ça va souvent pas super bien. Et je sais pas trop comment vous résumer ce livre-là, donc allons voir en 4e de couverture qu'est-ce que ça dit. Quelque part entre Séville et Madrid, une femme disparaît, laissant derrière elle, dans le désordre, un homme qui la voit revenir malgré la rumeur, tous les on-dit qui prétendent à la mort de celle-ci. Le soleil, la blancheur, l'appel de l'eau, tout ici dit l'absence de repos. La traversée des apparences, le mensonge à portée de voix.
C'est un recueil de poésie qui fait 99 pages, qui est assez aéré, ma foi. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué qu'il était séparé en 3 parties. Malheureusement, je pourrais pas vous en dire grand-chose de ce recueil de poésie. De un, ça tombe vraiment à l'extérieur de ma branche de confort. De deux, j'ai clairement pas les mots pour vous faire une analyse plus poussée. Et troisièmement, c'était vraiment plus abstrait que ce que je suis confortable. Souvent avec les recueils de poésie, c'est qu'il faut lire ça de manière douce et prendre son temps, ce que je ne sais pas faire. Donc, je l'ai lu en une claque et il m'en reste pas grand-chose malheureusement à la fin de celui-ci, mais comme je ne cesse de vous le mentionner, je ne suis vraiment pas le public. Donc, si vous aimez la poésie, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Mais pour moi, ben, c'était vraiment plus pour l'exercice que pour l'appréciation même du livre, parce que je m'attendais d'un certain sens à ce que ça fonctionne pas, mais je suis toujours prête à ce que ça pourrait fonctionner. Lorsque le deuxième dévoilement des auteurs et autrices invités du Salon du livre de l'Outaouais 2021 a été fait, j'étais très contente d'y voir le nom de Lucie Pagé. Parce qu'en 2020, lorsque j'avais lu différents ouvrages de l'auteur Kelula Kalambe et même de sa conjointe Vicky Mujinga Kalambe, mon amie Félie m'avait parlé de Lucie Pagé. Et j'avais par la suite acheté 3 ouvrages de cette autrice. J'avais acheté Demain il sera trop tard mon fils, mais j'avais aussi acheté Mon Afrique et Notre Afrique de Lucie Pagé. Donc ça tombait bien, ça me permettait de lire ma bibliothèque et en même temps de découvrir une nouvelle autrice que je n'avais pas encore découvert. J'ai décidé d'y aller avec Demain il sera trop tard mon fils pour une autre raison. Et c'est celle qu'au début de l'année, j'ai regardé avec mon Goodreads les 5 livres ayant la meilleure moyenne de ma bibliothèque selon Goodreads dans les livres que j'avais pas lus. Et celui-ci en faisait partie de mon top 5. Donc je me suis dit une pierre deux coups et j'ai lu ce livre qui est une non-fiction écrit par Lucie Pagé mais aussi avec la collaboration de son fils Camille Naidoo-Pagé et de son mari Jay Naidoo. Donc, dans ce livre-là, on a une alternance entre les écrits de Lucie Pagé et de son fils Camille. Mais à quelques reprises, il y a les écrits de Jay qui vient apporter diverses informations sur des réalités ou des situations qu'il a vécues. C'est un livre qui est de la non-fiction. Donc on est vraiment dans des enjeux qui ont eu lieu il y a plusieurs années, mais on est aussi au travers d'enjeux qui ont encore lieu maintenant. Des enjeux qu'on a prédit qui allaient se passer ainsi et qu'effectivement ça se passe de cette manière. C'est un livre qui aborde plusieurs thématiques. D'ailleurs, il est séparé en 7 chapitres. Et juste pour vous mentionner les titres, vous allez tout de suite comprendre de quoi il est question. L'injustice, la cupidité et la corruption, l'environnement, la nutrition, la religion et la spiritualité, les valeurs, le rôle des jeunes. C'est un livre qui alterne entre des éléments factuels dus au travail de Lucie Pagé qui est d'être journaliste. Mais d'un autre côté, il y a une espèce de cri du cœur, autant de Lucie Pagé que de son fils et de son mari, sur ces enjeux-là qui sont super importants. C'est une écriture qui se lit super bien. Déjà, l'alternance entre la plume de Lucie et de son fils, ça fait un changement dans le rythme qui est intéressant. Ça apporte une certaine vitesse qu'il n'y aurait peut-être pas autant si c'était seulement d'un narrateur ou ici d'une narratrice. Vu que l'aspect factuel est couplé avec des souvenirs, avec des anecdotes, des événements, ça aussi, ça rend le tout beaucoup plus facile à comprendre et ça met en situation certaines choses, certains concepts qui pourraient rester plus abstraits. On comprend toute la sagesse, mais tout le savoir de cette famille qui ont voyagé, qui ont rencontré, qui ont le cœur et l'esprit ouvert, qui ont aussi été très près de Nelson Mandela et Lucie Pagé était près de cet homme dans les moments les plus importants de son existence et les moments qui ont été le plus importants au niveau planétaire. Donc, c'est vraiment une source d'informations riche, mais aussi un cœur et un esprit grand ouvert. On ressent toute la bonté, tout le désir de bien faire à travers ce livre-là.
C'est un livre d'un autre côté qui fait vraiment mal parce qu'il y a énormément de sujets qui sont abordés et on se rend compte que dans la majorité de ces sujets-là, actuellement, ça ne fonctionne pas. Et ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est qu'il y avait déjà des signes, il y avait déjà des scientifiques, il y avait déjà des personnes qui en ont parlé, qui avaient émis des alarmes, qui avaient sorti le drapeau rouge. Et malgré tout, on arrive dans la situation qui avait été prédite au départ, où on leur a demandé de se taire, on a fait fi de leur expertise, et par exemple, dans le domaine de l'environnement, ce qu'on avait prédit, qu'on est en train d'emprunter du temps à la Terre, qu'on n'utilise pas des énergies renouvelables, ben c'est ça qu'on fait, puis on est en train de mener l'humain à sa propre perte. Et c'est pas juste un livre qui est vraiment noir, parce que oui, c'est sûr qu'il y a certains sujets qui sont vraiment durs, puis lorsqu'on se rend compte que c'est brisé dans beaucoup de domaines, ça devient vraiment lourd sur les épaules. Mais d'un autre côté, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a des solutions tout le temps. Il y a tout le temps des alternatives. Ben voici le portrait actuellement, mais voici ce qu'on pourrait faire, voici ce qu'on aurait dû faire. Mais il est jamais trop tard, dans le sens que si aujourd'hui on arrête, ben c'est ça qui va se passer. Et ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant parce que ça donne envie de se lever, ça donne envie de faire quelque chose. Mais d'un autre côté, je suis la première à me dire comme il faut que je fasse quelque chose, mais je sais tellement pas quoi faire. Donc il y a comme vraiment beaucoup de réflexions qui ressortent de ce livre-là. On parle d'une multitude de sujets, du racisme, un petit peu d'homophobie. On aborde l'environnement, mais aussi la surconsommation, la diète, comment on mange, l'alimentation, le gaspillage, l'environnement, les déchets qui sont dans l'environnement. On parle de Monsanto. Puis ça, aïe aïe, la claque que j'ai reçue en lisant ce que Obama a accepté en lien avec Monsanto, j'ai le cœur qui a fendu en deux. Si j'ai tripé à lire l'ouvrage de Michelle Obama, à cause de ce que j'ai lu là-dedans, je ne peux tout simplement pas lire le livre de Barack Obama. D'un autre côté, je suis vraiment pas quelqu'un de politisé, puis j'aime vraiment pas ça dire ça parce que c'est à nous de faire la différence, mais je comprends vraiment pas grand-chose là-dedans. J'ai vraiment l'impression de faire dire de la bullshit, puis c'est quelque chose en tant que balance que je déteste, c'est ne pas avoir la vérité, puis c'est ça aussi qui est vraiment mentionné par rapport aux politiciens. Il y a vraiment beaucoup d'aspects dans ce livre-là qui sont incroyables, mais qui font mal, qui nous réparent un petit peu, puis qui restent comme juste à nous de faire en sorte qu'on puisse se guérir. Ce que j'ai trouvé super intéressant avec la perspective de Camille, c'est que, de un, cet homme a mon âge. Il est né en 1992 et moi en 1991. Donc, tu sais, on est littéralement dans les mêmes âges, dans la même génération, plus proche que ça, tu sais. On serait nés à la même date puis tout ça. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir sa perspective parce que, veux pas, il est né aussi dans un milieu hyper politisé, hyper sensibilité à plein d'enjeux. Ayant vécu en Afrique du Sud une grande partie de sa vie, puis là, aujourd'hui, rendu à la croisée des chemins entre qu'est-ce que je vais faire plus tard, ben là, pas aujourd'hui parce que c'est pas un livre de 2021, là. Publié en 2014, mais lorsqu'il est rendu à choisir ses études pour plus tard, il y a comme un besoin d'aller découvrir le monde parce qu'il se dit si je veux le changer, il faut que je le comprenne. Et je trouve ça tellement fascinant, ces observations du Brésil, de l'Inde, de la Turquie. À travers les écrits de sa mère, ça rajoute quelque chose d'encore plus vivant, plus intéressant et plus actuel, parce que malgré tout, il y a sa perspective à elle qui a comme un enjeu très factuel et de sa propre expérience, mais là que ça soit son fils qui retourne un petit peu sur ses pas et qui démystifie certains mythes, certains préjugés, qui va au fond des choses, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et le livre est de 2014, mais vous m'auriez dit que c'est de 2020, je vous aurais complètement cru. C'est encore tellement actuel, puis c'est ça qui fait vraiment mal d'un certain sens. J'aurais tellement préféré qu'un ouvrage comme ça sonne passé date, puis qu'on se dise hey, on est vraiment plus là en termes de racisme, on est vraiment plus là en termes de pays défavorisés, on a distribué les richesses dans le monde, tout le monde mange à sa faim, il n'y a aucune famine, tout va bien. Non, on peut pas se dire ça, puis ça aussi, ça me fait capoter. C'est vraiment un livre là, qui fait mal, mais je pense vraiment
vraiment qu'il est nécessaire. C'est sûr que là, dans la période qu'on est en 2021, c'est vraiment pas la période qui est la plus facile, mais en même temps, quand est-ce que ça va être le temps de faire des changements si c'est pas maintenant? Tu sais, repousser à plus tard, ça veut toujours dire qu'on va repousser à plus tard. Demain, il sera trop tard, mon fils. Sérieusement, ce livre-là reste dans ma bibliothèque. Un jour, je vais le relire pour passer page par page tous les passages bouleversants que j'ai trouvés à l'intérieur de ce livre-là, parce que chaque phrase est incroyable et puissante et magnifiquement belle et douloureuse. C'est criant de vérité. Je suis tellement à 100% dans cette mentalité-là. Tout ce que je crois fondamentalement et que je ne suis peut-être pas nécessairement capable d'exprimer, c'est ce livre-là. Avec beaucoup plus de connaissances, parce que, étant la personne que je suis, ben c'est ça. Donc, sérieusement, je vous le suggère à 100%. On va devoir se calmer un petit peu dans mon énervement parce que, ben là, il me reste 3 auteurs, autrices à vous présenter. J'ai manqué un petit peu de temps, je dois vous l'avouer, parce que le Salon du Livre publié le 11 février les 4 auteurs autrices restants, ben c'est pas un beau mot, là, mais tu sais, ceux qui n'avaient pas encore été dévoilés, puis moi je voulais publier cette vidéo-là pour le 20. Donc lire 4 livres du 11 au 20, ben 11 au 19 parce qu'il faudrait que ma vidéo soit montée puis qu'elle soit publiée le 20. C'est pas impossible, mais dans une période où je travaille à tous les jours et que j'ai pas tout le temps envie de lire, c'était un peu serré. Par contre, l'avantage de cette situation-là, malgré tout, c'est qu'il y en avait 2 des auteurs-autrices que j'avais déjà lus. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai lu et je vais vous renvoyer vers ces vidéos-là. Mais avant de vous parler de ces 2 personnes-là, je dois vous parler du livre Le Soleil du lac qui se couche de J.R. Léveillé. Un auteur que je ne connaissais pas, puis je n'avais pas non plus entendu parler de ce livre-là, qui n'est pas récent, mais qui a été réédité à la Peuplade. Dans ce livre-là, c'est la rencontre entre Angèle et Ueno. Il y a quelque chose de vraiment charmant au début de leur rencontre. Il y a quelque chose de très philosophique aussi. Ils sont un peu comme magnétiques l'un envers l'autre et la relation se développe au fur et à mesure du livre à travers un volet artistique aussi très important. Malheureusement, je dois vous avouer que c'est pas un livre qui a réussi à me toucher. Si je vous parle de la forme, c'est séparé en 164 fragments. Donc, c'est des petits chapitres, des petits paragraphes même, là, qui sont séparés avec les numéros jusqu'à 164. Donc, ça se lit assez rapidement. Il y a une bonne vitesse de lecture parce que ça se lit super vite. Là. Un paragraphe à la fois, ben, tu tournes le livre puis tu l'as terminé en un rien de temps. Malheureusement, pour moi, il y a comme une connexion qui s'est pas faite avec le livre, avec les personnages. Au début, j'ai trouvé la rencontre entre Angèle et Ueno mignonne, il y avait quelque chose d'intéressant, mais j'ai fini par pas trouver ça comme bien. J'avais de la difficulté à situer où était leur relation. J'avais l'impression que Ueno était vraiment très vieux et Angèle très jeune. J'avais comme un certain malaise quant à la nature de leur relation, particulièrement vers la fin. Donc j'ai comme un peu perdu pied par rapport à ça. Il y avait aussi cet aspect philosophique-là, comme assez transcendant, particulièrement du côté de Ueno. Et de manière générale, c'est pas quelque chose qui me parle. Et là, effectivement, ça l'a pas tant fait. L'art aussi qui prenait beaucoup de place, qui peut être très abstrait pour moi aussi. Donc malheureusement, ça a vraiment pas été une rencontre. Et j'aurais vraiment voulu... J'avais pas de perspective d'un narrateur précis que je pouvais comprendre, que je pouvais aller dans les émotions. On n'avait pas nécessairement accès à cette partie-là des personnages. C'était de suivre leur rencontre tel un fleuve tranquille, avec un aspect de nature qui est assez omniprésent. Donc malheureusement, j'ai même de la misère à vous en parler plus que ça. Ça n'a vraiment pas eu beaucoup d'effet sur moi et je trouve ça désolant, en espérant pouvoir lire autre chose de cet auteur et peut-être plus raisonné. Puis, ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que au début du livre, là, il y a une
préface de Mylène Bouchard et j'ai vraiment beaucoup aimé sa préface. Je trouvais ça super intéressant, l'histoire de comment ce livre-là a été publié à la peuplade, comment il a été découvert et tout ça. Donc j'ai tellement trippé sur la préface que je suis arrivée dans le reste du livre puis je ressentais pas la même chose. Donc ça a été un petit peu décevant pour moi. Les deux derniers auteurs-autrices dont je veux vous parler, ben il y en a un que je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, qui est Louis Hamelin. J'ai lu à la fin 2020 Les Crépuscules de la Yellowstone. Là, warning, encore une fois, en fait, c'est vraiment un livre pour lequel je n'ai pas eu beaucoup d'affection. C'est un livre qui m'a vraiment laissé un peu amer même, il y a beaucoup d'éléments que je comprenais pas. Ça parle de la vie d'une personne qui a vraiment existé, qui est Audubon. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Je vous en parlerai pas plus aujourd'hui, vu que j'ai fait la critique la semaine passée et qu'elle est toute fraîche et que je l'ai lue tout récemment et que je manque de temps. Et la dernière autrice dont je vais vous parler, elle aussi je l'ai lue assez récemment, même moins que Les Crépuscules de la Yellowstone. En fait, là, ce que je me suis rendu compte, j'avais deux livres de Maureen Martineau dans ma bibliothèque. J'avais L'activiste et La ville allumette. Pendant un défi, à un bon moment donné, il fallait que je lise une couverture grise. Puis là, je me suis dit, oh mais non, je peux pas lire lui parce que c'est pas le premier. Je vais lire L'activiste en premier. Je me trouvais bien bonne, bien wise. Malheureusement, je me suis rendu compte que la fille était pas si vite que ça, parce que ce n'est ni L'activiste qui était le premier tome. En fait, L'activiste, c'est comme le troisième tome d'une série policière où on suit l'enquêteur. Ah mon Dieu, que j'ai la misère avec ce mot-là. La sergente détective Judith Allison. Donc le premier tome, c'est Le jeu de l'ogre. Le deuxième tome, c'est L'enfant promis. Le troisième tome, c'est L'activiste, Le jour des morts. Et ça termine avec La ville allumette. Je sais que de toutes les séries, c'est probablement les romans policiers qui sont le moins graves à lire en désordre. C'est pas si pire que ça parce que chaque enquête est individuelle et différente. Par contre, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des liens entre les personnages et aussi, vu qu'on suit tout le temps la même sergente détective, ben ce qu'elle a vécu au début dans le premier tome, à mon avis, à mon sens, est très important pour la suite. Ça explique un certain cheminement psychologique. Donc là, j'ai hésité et j'ai hésité. Je vous mets ma vidéo sur L'activiste de Maureen Martineau, mais là, il faut mettre un petit grain de sel sur cette vidéo-là parce que j'avais pas compris tout. J'avais aussi certaines réserves quant au genre littéraire qui était pas mes préférés, mais là, sachant que c'était même pas le premier tome, peut-être que j'aurais compris plus de choses si j'avais lu le premier avant de lire le troisième, parce que là, je n'ai pas lu le premier ni le deuxième tome. J'ai donc hésité si j'allais lire le quatrième tome, parce que j'étais comme, de toute façon, j'ai lu le troisième, et pour mille et une raisons, entre autres celle du manque de temps et le fait que j'étais vraiment déçue de moi-même, je me suis dit non, poussons pas trop ma loc, poussons pas non plus de lire ça dans une semaine de travail. Je pense pas que c'est les meilleures conditions à y donner compte tenu des éléments que j'ai déjà mentionnés dans la vidéo précédente sur Maureen Martineau. Donc si les romans policiers vous intéressent avec une grande saveur politique, je vous conseille cette autrice, mes seigneurs. Commencez par le tome 1. Vous l'aurez entendu sur ma chaîne et désolée parce que dans ma vidéo sur l'activiste, je ne le mentionne pas parce que cette époque, je ne le savais pas. Ça fait donc le tour pour tous les auteurs et autrices invités du Salon du Livre de l'Outaouais 2021. Je fais cette vidéo-là parce que j'aime beaucoup la faire, mais que vous n'habitiez pas en Outaouais, ça ne change pas que c'est quand même des auteurs et autrices que vous pouvez découvrir. Et s'il y en a qui vous intéressent, ben n'hésitez pas à lire leurs écrits. Sur ce, ben, à la lumière de ma vidéo, je vous pose la question: quel est l'auteur et l'autrice mentionnés dans cette vidéo que vous aimeriez découvrir? Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.